Ok, top. Donc l'enregistrement a commencé. Bon, bah écoutez, il est 18h34. Allez, encore quelques secondes, 18h35. Et sinon, on y va. Allez, 18h35. Donc, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais vous partager un document PDF. Je vais vous. Donc, ça, c'est 5 questions de calcul. Je vous propose la méthode suivante. Vous pouvez me dire ce que vous préférez. Est-ce que vous voulez que je vous laisse aller 2 minutes par exercice et ensuite on corrige, ou vous préférez qu'on fasse 10 minutes pour les 5 et ensuite on corrige les 5 en même temps? Qu'est-ce qui vous botte? Bah, je pense que c'est bien de corriger les 5 en même temps. Ok. Les autres? Oui, pareil. Pareil. Allez, ben Oui. on va faire ça. Allez, on va faire ça. Je vous mets le document PDF. Il est là. Alors, est-ce que vous l'avez reçu? Il est sur le chat normalement. Il apparaît? Oui, c'est bon. Allez, allez, 18h37, on commence la correction à 18h47. Je mets un petit chrono.
Allez, encore 5 minutes, les amis. Allez, encore 1 minute. Et c'est bon. Allez, c'est terminé, les amis.
Les 10 minutes sont passées. Combien de questions est-ce que vous avez eu le temps de faire? Sarah? Moi, j'ai réussi à en faire 2 seulement. 2, ok. Marie? Les 3 premières. Les 2 Les autres, 3 j'ai fait premières. active. Ok. Ryan et tout? Moi, j'en ai fait une du coup. Ok. Alors, super. Alors, tiens, j'ai une question. Vous en avez fait donc 1, 2 et 3. Parce que c'était trop long, parce que vous n'avez pas réussi, parce que vous avez eu des blocages. Quel était le point qui vous a le plus perturbé? Moi, j'avais pas compris l'énoncé de la question 3. Ok. J'ai bloqué D'accord. un peu dessus. Ok. Très bien. Merci, Sarah. Marie et Ryan et tout? Plus de blocage. C'était des blocages? Ouais, Pareil. surtout les 2 derniers, enfin, ouais, j'ai du Ok. mal à comprendre. À mettre en équation. Ok, bah regardez, on va les faire ensemble. Alors, juste par rapport à, je crois que c'est Marie, enfin, c'est Sarah, pardon, qui m'a dit qu'elle a bloqué, qu'elle n'a pas compris le sujet. La troisième question, quand vous êtes dans un cas pareil, n'hésitez pas à arrêter carrément l'exercice et à passer à autre chose. D'accord? Ne perdez pas trop de temps à absolument vouloir faire la question. Ok? Mm. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, dites-moi ce que vous voyez. Vous voyez bien le Paint? Oui, Super. L'écran blanc? oui. Alors, on y va. Première question, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit 7 pâtissiers préparent 182 galettes des rois en 2 heures. Combien de temps faudra-t-il à 5 pâtissiers pour préparer 2600 galettes des rois? Combien est-ce que vous avez trouvé pour celle-ci? Moi, j'ai mis la D. La D, ok, les autres? Pas trouvé? Moi, j'ai Moi, mis j'aime la A. La A, ok, les autres? N'hésitez pas, hein, franchement, parler. Et parler, poser un maximum de questions, hein. On est là vraiment pour bosser ensemble. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous vous trompez, il vaut mieux se tromper ici que le jour J. Donc, on est vraiment là pour apprendre. Donc, il y a eu la D, la A et la troisième personne. Qu'est-ce que vous avez mis? Enfin, qu'est-ce que tu as mis? moi, j'ai pas répondu du coup. Ok, très bien. Alors, on va la faire ensemble. Alors, regardez, on a 7 pâtissiers. Donc, on vous dit 7 pâtissiers qui préparent 182 galettes en 2 heures. Alors, quand vous avez un cas comme ça, donc effectivement, ce qu'on peut imaginer ici, c'est le principe de la règle de 3 ou le produit en croix. Mais c'est toujours de ramener tout à un pâtissier en 1 heure. D'accord? Pourquoi? Parce qu'après, les calculs sont beaucoup plus simples. Quand vous ramenez ça à un pâtissier en 1 heure, les calculs se font tout seuls. Donc, si j'ai 7 pâtissiers qui font 182 galettes en 2 heures, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que mes 7 pâtissiers, ils vont faire en 1 heure, c'est-à-dire la moitié du temps, la moitié du nombre de galettes. Donc, s'ils en font 182 en 2 heures, 182 divisé par 2, ça fait 91. Donc, je peux dire qu'ils font 91 galettes en 1 heure. Maintenant, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il faut tout ramener à un pâtissier en 1 heure. Donc, si j'ai 7 pâtissiers qui font 91 galettes en 1 heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pâtissier, donc je divise par 7, 91 divisé par 7, puisque je divise le nombre de pâtissiers par 7. Il faut que je divise le nombre de galettes par 7. 91 divisé par 7, ça fait 13. Alors là, je vous invite vraiment à apprendre vos tables de multiplication parce que vous allez en avoir besoin. Donc là, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire qu'un pâtissier fait 13 galettes en 1 heure. C'est exactement la même chose que lorsque je dis que j'ai 7 pâtissiers qui font 182 galettes en 2 heures, ou bien que 7 pâtissiers font 91 galettes en 1 heure. Donc là, avec ce principe-là, en rapportant à un pâtissier en 1 heure, pour simplifier le calcul, je peux donc dire qu'un pâtissier fait donc 13 galettes en 1 heure. Est-ce que jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Oui, Ça va? Vous voyez oui. comment j'ai fait? J'ai décomposé au fur et à mesure. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? Combien de temps faudra-t-il à 5 pâtissiers pour préparer 2600 galettes des rois? Donc, si j'ai un pâtissier qui fait 13 galettes en 1 heure, je peux donc dire que 5 pâtissiers, ils vont donc faire 5 fois plus dans le même temps. Ils vont donc me faire 5 fois 13 galettes, c'est-à-dire 65 galettes en 1 heure. OK? Si j'ai un pâtissier qui fait 13 galettes en 1 heure, si j'en ai 5, dans le même temps, ils vont donc faire 5 fois plus de galettes. Donc, ils vont faire 65 galettes en 1 heure. Sauf que moi, ce qu'on me demande, c'est combien est-ce qu'ils vont préparer, combien de temps il leur faut pour préparer 2600 galettes. Donc, mes 5 pâtissiers, eux, ils font donc 65 galettes en 1 heure. Mais moi, ce qu'on me demande, c'est mes 5 pâtissiers, combien de galettes est-ce qu'ils vont faire? Pardon.
combien de temps mettront-ils pour faire 2600 galettes? Donc, j'ai le nombre de galettes. En combien de temps est-ce qu'ils vont les faire? À ce niveau-là. Et donc là, j'applique mon produit en croix. Là, j'ai exactement la même valeur. Donc, c'est bon, ça, je ne le prends plus en compte. Par contre, ce qui m'intéresse, et là où j'ai mon interrogation, c'est à ce niveau-là. Et le produit en croix, c'est quoi? C'est ça fois ça divisé par ça. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux donc dire que 65, que le nombre d'heures va être égal à 2600 fois 1 divisé par 65. Alors, bien évidemment, je n'ai pas le droit à la calculatrice, mais là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comme je connais mes tables, il faut bien sûr que je vois les rapports que je peux avoir entre les deux. Ici, 2600, c'est 26 fois 100. Donc, si je simplifie, ça fait 26 fois 100, multiplié par 1, divisé par 65, c'est 13 fois 5. OK? Donc là, si je simplifie encore, ici, 26, c'est 13 fois 2 fois 100 fois 1, divisé par 13 fois 5. Je simplifie en haut et en bas par 13, ce qui me fait donc 2 fois 100 fois 1, ça me fait 200, divisé par 5, ce qui est égal à 40. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que mes 5 pâtissiers vont faire 2600 galettes en 40 heures. Donc, la réponse est bien 40 heures. Réponse D. Ça va pour tout le monde? Oui. Vous Mais avez moi, je compris? n'avais pas fait comme ça. Tu l'avais fait comment? J'avais cherché les coefficients En fait, j'ai fait un tableau. Mhm, Donc 7, 182, 2 heures. Après, j'ai fait 5, 2600 et l'heure qu'on cherchait. Et j'ai cherché mhm. les coefficients entre 7 et 5 et les coefficients entre 182 et 2600 en divisant. Et après, j'ai multiplié deux fois le coefficient que j'ai trouvé entre 7 et 5, donc 1,4. Et Mais le est-ce que coefficient que j'ai trouvé, et du coup, j'ai trouvé 40. Ok, très bien. Bonne méthode aussi. Et donc, tu as bien fait d'abord une division, puis une multiplication. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Tu peux. Mais alors, tu l'as fait à la main ou tu l'as fait à la calculatrice? La deuxième division, je l'ai fait à la calculatrice, mais ouais, c'est ça. C'est pour ça que je te le dis, parce que tu n'as pas le droit à la calculatrice. Ouais, Vraiment, les amis, pendant les préparations, surtout abandonner la calculatrice. Je sais ok. qu'on a travaillé avec pendant des années au lycée et par la suite, mais là, vraiment, il faut abandonner et vraiment s'habituer à faire le calcul de tête. Et c'est la raison pour laquelle, tu vois, je suis passé par toutes ces étapes-là, en fait, de simplification, étape par étape, justement pour que vous puissiez faire des calculs simples de tête. Ta Ok. méthode des coefficients, elle est bonne, hein, elle n'est pas fausse, elle est très bien. Mais effectivement, pour passer de 7 à 5, on va dire que c'est assez simple. Pour passer de 182 à 2600, c'est un petit peu plus compliqué. Ok. Donc, il faut vraiment faire attention. Et après, même le calcul de 2 heures avec une multiplication de coefficients, etc., c'est un peu difficile. D'accord. OK? Merci. Alors, on ne peut pas diviser 2100 par 65 directement. Si, tu peux, mais le souci, c'est que tu ne vas pas tomber euh, sur le même principe. Mais en fait, c'est ce qu'on a fait aussi, le 2600 divisé par 65, c'est ce qu'on a fait ici, en fait. Regarde, quand on a fait 2600 par 65, il est là, en fait, le calcul. Mais pour tomber sur 2600 par 65, il a fallu faire toutes les étapes en amont. Tu vois ce que je veux dire, Aineto, ou pas? Oui, j'ai compris, c'est juste que je me disais que qu'on gagnait plus de temps, parce que j'avais bloqué sur ça justement tout à l'heure. Sur quoi? Sur la division, je ne savais pas si je pouvais faire une division ou si je faisais un produit en croix. Si tu peux, mais ma question, c'est comment tu as trouvé les 2100 et comment tu as trouvé. Alors, les 2600, tu les as, mais comment tu as trouvé les 65? Les 65 heures, bah, c'est en essayant de remettre à une personne. Ok, donc en fait, tu as fait le même principe. Oui, j'avais commencé, juste j'ai pas fini en fait. Ok, bon, bah, très bien, très bien. Bah, en fait, c'est exactement c'est ce qu'on a fait, hein. On a divisé 2100 par 65. Ok. Principe du produit en croix. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette question, les amis? Non, ça va maintenant. Ça va? Allez, on fait le deuxième. Oui. Alors, on vous dit, deux chapeaux ont le même prix. Le prix du premier d'entre eux enregistre une baisse de 25%, alors que le deuxième connaît une hausse de son prix de 20%. De quel pourcentage doit-on augmenter le prix du chapeau le moins cher pour qu'il arrive au prix du chapeau le plus cher? Qu'est-ce que vous avez mis pour celle-là? Moi, j'ai mis la C. La C, les autres? Moi, j'ai mis la D. Moi, j'ai mis Ok, la D. ok, super. Alors, regardez. Ici, on vous dit, ils ont le même prix.
Et qu'est-ce que j'ai? J'ai un exercice de pourcentage, mais je n'ai pas de valeur. Rappelez-vous de ça. Quand on a un exercice de pourcentage sans valeur, on pose une base 100. C'est-à-dire, imaginons que le prix, en fait, il est de 100 euros. Puisque comme on ne m'a donné aucune valeur, je veux partir sur une valeur que je définis moi-même et qui va me faciliter les calculs pour pouvoir le visualiser. Et pourquoi je prends 100? Parce qu'en fait, avec des pourcentages, c'est facilement calculable. D'accord? Donc, je me dis, OK, mes chapeaux coûtent 100 euros, puisqu'ils disent le même prix, ils ne m'ont pas imposé de valeur. Donc, je prends 100 euros. Le premier d'entre eux enregistre une baisse de 25%. Donc, si le premier était à 100 euros et il enregistre une baisse de 25%, il va donc passer à 75. OK? Alors que le deuxième connaît une hausse de son prix de 20%. S'il était à 100, il va donc passer à 120 euros. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Et qu'est-ce qu'on vous dit? De quel pourcentage doit augmenter le prix du chapeau le moins cher pour qu'il arrive au prix du chapeau le plus cher? C'est-à-dire, il faut que je multiplie 75 par combien? On va dire par X pour arriver à 120. Et bien là, j'applique mon principe d'équation. Je simplifie. Donc, X est égal à 120 divisé par 75. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'ils sont divisibles par 5 tous les deux, en haut et en bas. D'accord? 120, c'est quoi? C'est 5 fois 24. Et 75, c'est 5 fois 15. Alors, petite parenthèse là, je fais une parenthèse. Comment est-ce que je sais que 120, c'est 5 fois 24? Si je veux diviser 120 par 5, comment je fais rapidement? Est-ce que vous savez ou pas? On décompose en produit de facteur premier. Alors, non, parce que c'est déjà 5. En fait, 5, c'est déjà un nombre premier. Donc, tu ne peux pas. Comment tu divises 120 par 5 rapidement de tête? Regardez, je vais vous donner l'astuce. 5, c'est la même chose que 10 demi. Vous êtes d'accord? C'est 10 divisé par 2. Quand je fais 120 divisé par 5, c'est comme si je faisais 120 divisé par 10 demi. Et rappelez-vous, divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc, c'est comme si je faisais 120 multiplié par 2 dixièmes. 120 fois 2, ça fait 240. Divisé par 10, ça fait 24. Et donc, divisé par 5, en fait, ça revient à faire quoi? Ça revient à multiplier par 2 et diviser par 10. OK? Donc, quand j'ai 120 divisé par 5, si je veux savoir 5 fois combien, je fais 120 fois 2, 240, divisé par 10, 24. Et donc, je peux dire rapidement de tête que 120, c'est 5 fois 24. Et ça marche pour tout. Regardez, je vais effacer et on va le faire avec un autre, par exemple. Si je prends, par exemple, je ne sais pas moi, 255. Bon, celui-là est un peu simple, 255. Si je prends, par exemple, on va prendre un peu plus compliqué, 375. Allez, 375 divisé par 5. D'accord? En fait, c'est comme si je faisais 375 fois 2 divisé par 10. OK? En fait, c'est quoi? C'est 300 fois 2, ça fait 600. Plus 75 fois 2, ça fait 150. Ce qui me fait donc 750 divisé par 10, ce qui est égal à 75. OK? Donc ça, c'est une méthode, on va dire, pour calculer rapidement comment est-ce que je peux diviser par 5 assez vite. Bon, ce n'est pas le sujet. C'était une petite parenthèse, petite astuce tâche-mage que je vous donne et qu'on peut appliquer à plusieurs reprises quand on fait les calculs. Alors, on continue. Donc là, si je reviens à mon énoncé de départ. Alors, donc ça me fait 5 fois 24 divisé par 5 fois 15. Donc je simplifie, ce qui me fait donc 24 divisé par 15. Et 24, c'est quoi? C'est 6 fois 4, pardon, pas 6, 6 fois 4, 24, divisé par 3 fois 5. Et le 6, c'est 3 fois 2 fois 4, divisé par 3 fois 5. Si je simplifie en haut et en bas par 3, ce qui me fait 2 fois 4, 8, divisé par 5, ce qui me fait donc 16, divisé par 10. Ce qui me donne donc un résultat de 1,6. Donc, il faut que je multiplie en fait 75, je vais le mettre ici, 75, il faut que je le multiplie par 1,6 pour arriver à 120. Et multiplié par 1,6, en fait, ça revient à augmenter de 60%. Ça marche? Donc, de quel pourcentage doit augmenter le prix du chapeau le moins cher pour qu'il arrive au prix du chapeau le plus cher? Il faut l'augmenter de 60%. Réponse
D. Ça va ou pas? Oui. En fait, ce que j'ai cherché à calculer, c'est le coefficient multiplicateur qui me permet de passer de 75 à 120. Et ce coefficient, par un jeu de simplification de fractions, je tombe sur 1,6. OK? Et pourquoi est-ce que ici, 8 cinquièmes, je l'ai passé en 16 dixièmes? Parce que divisé par 10, c'est aussi plus simple que divisé par 5. Et on le voit par la méthode de simplification. Ça va, Sarah? Ça va, Marie? Rainatou? Oui. Des questions? Ça Non, va. Ça vous paraît simple ou compliqué, là? Non, ça c'est va. ça. Ça va. Je suis C'est tombée simple. dans le piège, moi. Lequel? Je pensais qu'on pouvait faire 120 moins 75, Ouais. mais pas du tout. Non, en fait, ce que tu aurais pu faire, c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ sur la valeur de départ fois 100. Ok, Mais bon, ici, il vaut mieux calculer le coefficient. d'accord. On verra sur un autre type d'exercice plus tard comment est-ce qu'on le fait avec la formule de variation. D'accord. OK? Alors ensuite, on vous dit, exercice 3. Trois amis se partagent une boîte de chocolat. Le premier mange la moitié de la boîte et un demi-chocolat. Le second mange la moitié de ce qui reste et un demi-chocolat. Enfin, le dernier termine la boîte en mangeant la moitié de ce qui reste et un demi-chocolat. Combien y a-t-il de chocolat initialement dans la boîte? Alors, est-ce que vous avez trouvé ou pas? Moi, je n'ai pas trouvé, justement. OK. J'ai- Alors, regarde. Moi, j'ai C'est mis les la A. Camilla A. OK, les autres? Moi, j'ai rien mis. OK. Alors, on va le faire ensemble. Regardez. Déjà, quand vous avez un exercice comme ça, ou si on veut partir d'une fraction, on vous dit trois amis mangent une boîte de chocolat. Le premier mange la moitié de la boîte et un demi-chocolat. Donc, en fait, si on part sur X, le nombre de chocolats dans la boîte. De chocolat dans la boîte. En fait, le premier, qu'est-ce qu'il va manger? Il va manger X, il mange la moitié de la boîte, donc il va manger X demi. Et un demi-chocolat, donc X demi plus 0,5. Ça, c'est le premier. Le deuxième, qu'est-ce qu'il prend? Il prend la moitié de ce qui reste. Donc, le deuxième, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre X moins X demi plus 0,5. Donc, ce qu'il a mangé le premier. Le tout multiplié par 1 demi plus 0,5. Vous voyez que là, ça commence déjà à être un peu, on va dire, le souk, pour ne pas dire autre chose. Le troisième, ça risque d'être X moins X demi plus 0,5 multiplié par 1 demi plus 0,5 moins, bref, ça va être trop long. D'accord? Quand vous avez un exercice comme ça, ou lorsque vous commencez à mettre en équation, vous dites, oulala, là là, ça risque de partir en cacahuète dans tous les sens. En fait, ce qu'il faut faire, c'est la méthode qu'on appelle le back solving. Le back solving, c'est quoi? C'est partir des réponses. Et en fait, quand on part des réponses, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Puisque, en fait, on identifie et on visualise exactement ce qui se passe. Donc, si je pars à la méthode du back solving, alors j'ai 5 réponses, 11, 7, 13, 3 et 10. Avant de commencer à tester les réponses, quand je vois que la mise en équation est trop compliquée, et avant de commencer à tester les réponses, en fait, ce qu'il faut faire, c'est classer les réponses par ordre croissant. C'est-à-dire que vous allez avoir 3, 7, 10, 11 et 13. Et pourquoi est-ce qu'on applique cette méthode de classer par ordre croissant? Tout simplement parce que quand on va tester nos méthodes, étant donné qu'on est au tâche-mage, que le temps est chronométré, le but étant de répondre à un maximum de questions justes, l'objectif, en fait, c'est de trouver la réponse assez rapidement. Permettez-moi juste un instant, je vais allumer la lumière. Ah, c'est mieux. OK? Alors, donc, le but, c'est de trouver la réponse le plus rapidement possible. Donc, on va effectivement appliquer cette méthode de back solving, c'est-à-dire que je pars des réponses. Mais je ne pars pas des réponses n'importe comment en testant 11, 7, 13, non. Je les classe par ordre. Et qu'est-ce que je fais? La première chose, c'est que je vais tester la valeur du milieu. Pourquoi est-ce que je teste la valeur du milieu en premier? Parce qu'en fait, en testant la valeur du milieu, j'ai trois possibilités. Soit cette valeur-là, elle est juste, c'est la bonne réponse. En fait, tant mieux, j'ai eu de la chance. D'accord? J'ai trouvé la bonne réponse en testant qu'une seule réponse et j'avance. Soit celle-là, la valeur, elle est trop haute. C'est-à-dire que lorsque je fais mon test, si je pars de 10, à la fin, je vois qu'il me reste des chocolats. Ça veut dire que cette réponse-là, elle est trop haute. Et donc, les bonnes réponses,
ça sera soit 3, soit 7. Et donc, j'aurai même plus besoin de tester 11 et 13. Ou bien, je trouve que la réponse, elle est trop basse. C'est-à-dire, en fait, qu'en testant le 10, ben, en fait, je vois que j'ai consommé mes chocolats bien avant d'arriver au troisième, d'accord, et que 10, ce n'est pas suffisant. Et donc, la bonne réponse sera forcément plus haut. Donc, ce sera soit 11, soit 13. Et donc, je pourrais supprimer 3 et 7. D'accord? Et donc, de cette manière-là, en prenant d'abord la valeur du milieu, ça me permet de me positionner, OK, est-ce que ma réponse, bah, déjà, elle est juste ou pas? Ou bien, est-ce que ma réponse, elle est trop haute ou trop basse? D'accord? Ça, c'est la première chose. Partons du principe, je dis une bêtise, hein, pour l'instant, je ne suis pas dans l'énoncé, mais dans le principe. Imaginons que la réponse, elle est trop haute. D'accord? Juste, j'ai eu de la chance. Mais imaginons que la réponse, elle est trop haute. Si elle est trop haute, ça veut dire que la bonne réponse, ça sera soit le 3, soit le 7. Et bien à ce moment-là, je n'aurai plus qu'à tester une des deux. Soit je teste le 3 et je trouve soit c'est OK, et donc là, c'est bon, je trouve la réponse. Soit si c'est pas OK, ben je sais que la bonne réponse, ce sera forcément le 7. Puisque ce qui me restera, en fait, après avoir testé le 10, c'est soit le 3, soit le 7. Donc, en testant le 3, s'il est bon, tant mieux. S'il n'est pas bon, ben, je sais que c'est forcément le 7. Et donc, vous voyez qu'avec la méthode du backsolving, en d'abord classant par ordre croissant les réponses, en testant la réponse du milieu pour ensuite me situer est-ce que je suis trop haut ou je suis trop bas, l'une des deux réponses qui reste en fonction de mon positionnement, ben, j'en teste qu'une seule. Et donc, je la trouve, soit c'est la bonne, soit c'est pas la bonne. Si c'est la bonne, tant mieux. Si c'est pas la bonne, ben, c'est forcément l'autre, en fait. Et donc, en appliquant cette méthode de backsolving, vous n'avez plus qu'à tester 2 réponses parmi les 5 pour trouver la bonne réponse. Vous n'avez pas besoin de tester les 5 réponses. Ça va, c'est clair ou pas? Oui. OK, alors regardez. Si on le fait maintenant avec les réponses, avec le même principe. Prenons 10. On a dit qu'on allait commencer par 10. Donc, j'ai 3, 7, 10 et 11 et 13. OK? Donc, on va dire ce qu'il mange. Donc, le premier, le deuxième et le troisième. Donc, ce qu'il mange et ce qui reste. OK? Dans mon tableau. On vous dit, le premier, qu'est-ce qu'il fait? Il mange la moitié de la boîte et un demi-chocolat. Donc, qu'est-ce qu'il mange? Il mange la moitié de la boîte. S'il y en a 10, il va donc en manger 5 et un demi-chocolat. Donc, ça fait plus 0,5. Donc, il va en manger 5,5. Combien est-ce qu'il en reste? Si je fais 10 moins 5,5, ce qui me fait donc 4,5. OK? Ensuite, le deuxième, il mange la moitié de ce qui reste. Donc, il mange la moitié de 4,5, ce qui me fait 2,25. Et un demi-chocolat. Donc, ça fait 0,5. Donc, il va manger 2,75. Bon, déjà là, je trouve que ça pue un petit peu. Pourquoi? Parce que je commence à rentrer dans des calculs avec des grosses virgules. Vous voyez ou pas? Avec des virgules très, très importantes. Donc, si je fais 4,5, ce qui me restait, moins ce que le deuxième il mange, 2,75, c'est comme si je faisais 4,5 moins 3, ça fait 1,5, plus 0,25, ce qui me fait donc 1,75. OK? Donc ça, c'est 4,5 moins 2,75. Comment j'ai fait? 2,75, c'est presque 3. Donc 4,5 moins 3, ça fait 1,5. Mais comme il y avait 0,25 d'écart, le 0,25, je le rajoute, ce qui me fait donc 1,75. Et le troisième, qu'est-ce qu'il fait? Il mange la moitié de la boîte, donc ce qui me fait 0,875 ou un truc comme ça. Bref, un truc un peu compliqué, plus 0,5. Ce qui me fait aux environs de 1,375. Et je vois qu'est-ce qui se passe. 1,75 moins 1,375, ça ne fait pas 0 en fait. Je vais avoir du reste à ce niveau-là. D'accord? Je sais qu'il va me rester du reste. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis donc que 10, c'est trop haut. Et que la bonne réponse, ça sera soit le 3, soit le 7. Et donc, qu'est-ce que je fais déjà? Je peux supprimer le 11 et le 13. J'ai plus qu'à tester l'une des deux, soit le 3, soit le 7. Bon, ici, comme on voit qu'il reste un tout petit peu entre les deux, on se dit que ça ne va pas être très loin de 10. Je vais tester le 7. D'accord? Sur le même principe. C'est-à-dire que j'ai le premier, j'ai le deuxième, j'ai le troisième. J'ai ce qui mange et j'ai ce qui reste. Si on part du principe qu'il y en a 7 des chocolats, on va partir sur 7. Le premier, il mange la moitié. Donc, il mange 3,5, puisque c'est la moitié de 7. Et un demi-chocolat. Donc, il va en manger 4. S'il en mange 4 et qu'il y en avait 7 à la base, 7 moins 4, ça veut dire qu'il en reste 3. Le deuxième, il mange la moitié de ce qui reste, donc la moitié de 3, c'est-à-dire 1,5. Et un demi-chocolat, ça fait 0,5. Donc, il va en manger 2.
OK? Donc, si il en mange 2 le deuxième, 3 moins 2, ça fait 1. C'est-à-dire qu'il en reste 1. Et le troisième, il mange la moitié de ce qui reste. Donc, il mange la moitié de 1, ça veut dire 0,5. Et un demi-chocolat, ça fait aussi 0,5. 0,5 plus 0,5, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, il en reste 0 à la fin. Combien y avait-il de chocolat initialement dans la boîte? Il y en avait 7. Réponse B. Vous voyez un petit peu le principe ou pas? Oui, merci. D'accord? Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est appliquer la méthode du back solving. Je pars de la fin. Je pars des réponses, pour trouver ma réponse, mais je ne pars pas dans mes réponses au hasard en testant dans n'importe quel sens. Non, je les classe d'abord par ordre croissant pour justement pouvoir tester d'abord celle du milieu qui me permet de positionner OK. Bon, est-ce que c'est la bonne réponse? Tant mieux, j'ai eu de la chance. Et si ce n'est pas la bonne réponse, est-ce qu'elle est trop haute ou trop basse? Et donc, ce qui me permet dans un second temps de tester uniquement une des deux autres réponses pour dire si oui ou non ça marche. OK? Des questions ou pas? Non, ça va, merci. Ça va, c'est clair? Oui. Allez, on fait la question 4, la question suivante. Elle est où ma souris? Elle est là. Voilà. Allez. Voilà. Allez. On vous dit, exercice 4. 3 amis organisent le VG de leur meilleur ami à Tagazou au Maroc. Le budget global est de 3 300 euros. Parmi les 3, 2 ont participé à hauteur respectivement du tiers et de la moitié de la somme placée par le troisième. À combien s'élève la participation la plus importante? Alors, est-ce que vous avez trouvé ou pas pour celle-là? J'ai pas eu le temps de répondre, moi. OK, les autres? Pareil. Allez, je vous laisse 2 petites minutes pour le faire. Ok, merci. Allez-y. Dites-moi quand c'est bon. Moi, je trouve pas. OK. Les autres? Il faut faire du back solving ou des inéquations? À vous de me dire. Ok. Allez, on va y aller. Donc, on vous dit. Allez. 3 amis organisent le VG de leur meilleur ami à Tagazou au Maroc. Le budget global est de 3 300 euros. Parmi les 3, 2 ont participé à hauteur, respectivement, du tiers et de la moitié de la somme placée par le troisième. À combien s'élève la participation la plus importante? Donc déjà, je sais que la participation la plus importante, c'est le troisième, puisque les autres, ils ont participé à hauteur du tiers et de la moitié. Donc, ils ont participé moins. Maintenant, j'ai 3 amis. Donc, le premier, le deuxième et le troisième. Celui que je ne connais pas et dont l'énoncé tourne autour, en fait, c'est la somme du troisième. Vu que je ne sais pas, je vais l'appeler X. Lui, il a placé X euros. Le premier, il a placé le tiers, donc lui, il a placé un tiers de X. Et le deuxième, il a placé la moitié de la somme, donc il a placé un demi de X. Est-ce que pour l'instant, ça va ou pas? Oui. OK. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la somme totale, c'est 3 300. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le premier, plus le deuxième, plus le troisième, ils ont dépensé 3 300 euros. OK? Donc, s'ils ont placé 3 300 euros, le premier, il a mis un tiers de X, le deuxième, il a mis un demi de X, et le troisième, il a mis X, ce qui me donne 3 300. Pour additionner deux équations, il faut que j'ai le même dénominateur. Vous vous rappelez, ici, j'ai un tiers, j'ai au dénominateur 3. Ici, un demi, j'ai un dénominateur qui est 2. Le dénominateur commun, ça peut être 6. Donc là, si j'ai donc multiplié par 2, ce qui me fait donc 2 sixièmes de x. Ici, je vais multiplier par 3, ce qui me fait 3 sixièmes de x. Et là, j'ai x, c'est-à-dire 1 sur 1, ce qui me fait 6 sixièmes de x égale 3300. OK? Si j'additionne 2 plus 3 plus 6, ce qui me fait 11. J'ai 11 sixièmes de x égale 3300. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux donc dire que x
est égal. Ici, il est multiplié, donc il va passer de l'autre côté, il va devenir divisé, ou bien multiplié par l'inverse. Rappelez-vous, divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. C'est comme j'avais 3300 multiplié par 6 onzièmes. Et là, j'ai plus qu'à simplifier. Ici, tiens, j'ai 33 et j'ai 11. 33, c'est quoi? C'est 3 fois 11 fois 100. Ce qui me fait donc 3300, pardon. 3 fois 11, 33, fois 100, fois 6. Divisé par 11, je simplifie, en haut et en bas. 3 fois 100, 300, fois 6. 3 fois 6, 18, donc ce qui me fait donc 1800 euros. Et donc, le troisième, donc x égale 1800 euros. Combien c'est la participation la plus importante? C'est celle de x, c'est donc 1800 euros, réponse A. Et on peut vérifier, puisque si le premier, le deuxième et le troisième, si lui, il a dépensé 1800 euros, le premier, on vous dit qu'il a dépensé le tiers de 1800, ça fait 600. Le deuxième, il a dépensé la moitié, ça fait donc 900. Et si je fais la somme des trois, ici 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. 6 plus 9, ça fait 15. 15 et 8. 15 et 8, ça fait 23. Donc ici, j'ai un 3 et ici, j'ai un 2 de retenue. 2 plus 1, ça fait 3. Ça fait bien 3300 euros. OK? Donc après, quand je vérifie, je tombe sur mes pattes. Donc c'est bien la réponse A, 1800. Ça va, les amis? Oui. Qu'est-ce qui vous a perturbé, vous, à ce niveau-là, pour cette question? Moi, j'avais mal compris l'énoncé. J'avais mal D'accord. lu. Tu avais mal compris comment est-ce qu'on mettait en équation, c'est ça? Oui, pour moi, le deuxième, enfin le premier et le deuxième, ils avaient une somme en commun et pas une somme séparée. D'accord. Alors, C'est c'est pour ça que très j'avais bien un peu savoir. mélangé. Et c'est pour ça qu'il y a écrit respectivement. Oui, j'avais mal lu. Parce que justement, sans le respectivement, on peut penser que c'est cumulé, en fait. Ouais, Comme on te dit respectivement, c'est que c'est chacun sa valeur. d'accord. OK, super. Les autres? Qu'est-ce qui vous a perturbé dans celle-ci? Moi, j'hésitais entre les deux méthodes, du coup. Du coup, je passe à autre chose. OK. Bon, c'est pas grave, hein. Dites-vous, c'est pas un problème. Dites-vous qu'en préparation, toujours hein, dans les préparations de concours, ça prend toujours plus de temps à faire les questions que le jour J. Déjà de 1 parce qu'on découvre et de 2 parce qu'on n'a pas la méthodologie. Et c'est tout l'intérêt de faire ces exercices-là ensemble que vous puissiez voir le mécanisme de résolution. Demain, je vous donne un autre exercice avec d'autres valeurs et un autre énoncé, mais avec le même mécanisme, vous allez savoir le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut décomposer étape par étape. OK? D'accord. Allez, on fait l'exercice 5. Je vous laisse encore 2 minutes pour le faire. Vous l'avez fait ou pas? Non, moi, je ne l'ai pas fait. Allez, je vous laisse 2 minutes. Allez, 2 petites minutes et on attaque. On y va? Est-ce que vous avez trouvé ou pas? Non. Est-ce que vous y êtes presque? Est-ce que vous avez besoin d'un petit peu de temps encore? Non, moi, je pense que c'est une question de formule, mais j'y arrive pas. J'aurais envie de dire la C, mais je ne suis pas sûre. OK. Les autres? Alors, j'ai la même chose, il faut la formule pour le faire. Allez, on va le faire. Un cercle de diamètre D est inscrit dans un carré de... Un cercle inscrit, en fait, c'est un cercle qui est à l'intérieur. C'est ce qu'on voit ici. D'accord? Donc, on vous dit de diamètre D dans un carré de côté C. Et en fait, qu'est-ce que je remarque? Je remarque effectivement le diamètre ici, ce que je mets en rouge. En fait, c'est la même chose que le carré, que la longueur du carré, que le côté du carré. Pourquoi? Parce que le cercle est inscrit dans le carré. Donc, je peux dire que C égale D. Le côté du carré est égal au diamètre du cercle. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Oui. OK. Alors, on vous dit, quelle est la valeur du rapport de la surface du carré sur celle du cercle? En fait, ce qu'on vous demande, c'est le rapport. Donc, le rapport, c'est-à-dire qu'il y a une division. La surface du carré
sur la surface du cercle. Alors là, évidemment, il faut connaître ces formules. La surface d'un carré, c'est côté au carré. Et la surface d'un cercle, c'est pi fois le rayon au carré. Ça va, vous vous rappelez de ça ou pas? Oui. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai? Le souci, c'est que ici, j'ai C carré, ici, j'ai R au carré. Mais je sais que C est égal à D, que le côté du carré est égal au diamètre. Et je sais aussi que le diamètre, c'est égal à 2 fois le rayon de R. D'accord? Un diamètre, donc ce diamètre-là en rouge, en fait, c'est le double du rayon que je mets ici en vert. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, si je reviens ici en noir, que j'ai C carré, attends, je garde ça, je reviens ici, que mon diamètre, c'est donc 2 fois mon rayon, et donc je peux donc dire que mon rayon, c'est égal à mon diamètre divisé par 2. Si je ramène le 2 ici. D'accord? Si le diamètre, c'est 2 fois le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Et étant donné que le diamètre, c'est la même chose que le côté, je peux donc dire que mon rayon, c'est la même chose que mon côté divisé par 2. Vous êtes d'accord ou pas jusque-là? Est-ce que vous m'avez suivi? Oui. Ok? Et pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que ici, en fait, ce qui se passe, c'est que je divise un côté C par un rayon R. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne peux pas diviser des valeurs qui n'ont, enfin, des éléments qui n'ont aucun rapport entre eux. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, ici, je détermine le rapport qu'il y a entre les deux. Mon rayon, mon diamètre, c'est 2 fois mon rayon. Donc, mon rayon, c'est mon diamètre divisé par 2. Et comme mon diamètre, c'est la même chose que mon côté, je peux donc dire que mon côté divisé par 2, c'est égal au rayon. Donc là, si je reviens dans mon calcul, c'est C au carré, je le garde, divisé par pi, multiplié par R au carré. Je peux l'exprimer d'une autre manière. C'est C divisé par 2 pour le rayon, le tout au carré. Si je continue, ce qui me fait donc C au carré, divisé par pi, multiplié par C demi au carré, c'est C demi fois C demi. Donc C fois C, ça fait C au carré, divisé par 2 au carré, ce qui me fait 4. Vous voyez, en fait, j'y vais étape par étape en décomposant chacune des étapes. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai C au carré au numérateur et C au carré au dénominateur. OK? Donc, je peux simplifier. Ce qui me fait donc ici est égal à 1 divisé par pi sur 4. D'accord? Le 1, il vient d'où? En fait, c'est comme si j'avais C carré fois 1, en fait, ici. D'accord? Et la même chose ici. En fait, le fois 1, on peut le mettre partout, puisque 1 ne change pas la valeur. Donc, j'ai 1 divisé par pi sur 4. Mais rappelez-vous, divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. Si je fais 1 divisé par pi sur 4, c'est exactement la même chose que 1 multiplié par l'inverse de pi sur 4, c'est-à-dire 4 sur pi. Et donc, la valeur, elle est donc de 4 divisé par pi. Réponse C. Alors, je vais juste vérifier. C'est bien la réponse C, parce que je n'ai pas l'énoncé sous les yeux. C'est la D. La D, pardon. Réponse D. 4 sur pi. Réponse D. Ça marche? Oui. Ça vous paraît clair ou pas? Oui, maintenant, ouais. Oui. Ça paraît beaucoup plus simple. Ouais, après, ouais. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. En fait, c'est juste de la méthodologie, étape par étape. Mais la méthodologie, il faut justement la voir, la faire une première fois, une deuxième fois. D'ailleurs, moi, ce que je vous conseille, alors je vais arrêter le partage d'écran, comme ça je serai en face de vous. Elle est où la souris? Elle est là. Alors, est-ce que vous me voyez? C'est bon? Oui. Ok. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, les amis, c'est d'attendre 24-48 heures, c'est-à-dire demain ou après-demain, et de refaire les questions à ce moment-là, toutes seules, d'accord, les faire de votre côté, même si vous connaissez la réponse. L'objectif n'est pas de connaître la réponse, n'est pas d'avoir la bonne réponse, mais d'avoir le bon mécanisme. C'est-à-dire que essayez de les refaire de votre côté, sans forcément regarder le mécanisme et sans forcément vous dire, OK, je veux la bonne réponse ou pas. Mais surtout, retrouver les étapes qu'on a appliquées pour justement trouver la bonne réponse. Et c'est en faisant ce travail-là d'appliquer les étapes pour trouver la bonne réponse que justement, vous allez donc assimiler le mécanisme et que demain, on vous donne n'importe quel type de question, mais avec le même mécanisme de résolution derrière, vous allez pouvoir le faire. D'accord. Ça marche? Ouais.
Ça va, vous avez des questions? Non, ça va. Comment vous vous sentez là après cette session? Bah, bien. J'ai bien Ça va? compris. C'était bien. T'as bien compris? Super. Marie, Oui, ça comment reste bien. ça va, Rainatou? Oui, ça va. Ok. Pas trop désespéré, ça va? Non, Non, je vous ça va. rassure. Franchement, c'est pas compliqué. Il faut juste faire et refaire les questions, avoir le bon mécanisme et ensuite ça va tout seul. Ok. D'accord. Bon, bah écoutez les amis, on va s'arrêter là. Notre petite séance de tâche-mage du lundi soir pour bien commencer la semaine est finie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la vidéo sur YouTube. Je vais vous l'envoyer. Est-ce que vous êtes sur le groupe Facebook ou pas? Non. Non. Alors, allez-y. Alors, je vais vous mettre le lien. On va vous mettre le lien sur le groupe Facebook, du groupe Facebook. Myriam, est-ce que tu peux le mettre, s'il te plaît, sur le chat? Donc, WhatsApp, non, le Instagram, vous l'avez. Et est-ce que vous êtes dans le groupe WhatsApp aussi? Oui. Ok, super. Toutes les Oui. trois ou pas? Moi, oui. Oui, Ok, super. Bah, de toute façon, on vous l'a mis aussi sur le QR code. Donc, n'hésitez pas, on va régulièrement vous envoyer, vous envoyer de la documentation dans le groupe WhatsApp et dans le groupe Facebook. Alors, Myriam, je ne sais pas si tu m'entends. On va mettre le groupe Facebook sur le chat. Et voilà. Donc, c'est bon, vous l'avez. Le groupe Facebook, il est là-dedans. Donc, n'hésitez pas à rentrer dedans et comme ça, on vous envoie régulièrement de la doc et des infos. Ok, les amis? Oui, merci. Bah, écoutez, je vous souhaite bonne soirée et je vous dis à très, très bientôt. Merci. merci à vous aussi. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.